Radio Taïwan International, les joies de l'éco-construction. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur les ondes de Radio Taïwan International. Aujourd'hui, nous poursuivons le reportage sur les Sheban-hu. Si vous avez suivi la précédente émission, vous vous souvenez peut-être que c'est ainsi que l'on appelle en chinois les maisons en pierre d'ardoise, construites dans les montagnes par certains groupes autochtones, notamment les Rukai, Bunong, Atayal, Puyuma et les Paiwan. La semaine dernière, l'interview de l'artiste Sakulyu Pavavayan, lors de l'inauguration de l'exposition Exploring Taiwan au Musée national, a permis de se rendre compte de l'importance de replacer ces maisons dans leur contexte. Nous parlerons donc de ces maisons sur le plan architectural et aussi de leurs diverses dimensions culturelles. Pour approfondir le sujet, je suis donc allée rencontrer Sakulyu Pavavayan dans son village natal qui s'appelle Tavalan en langue païwan et Tashe en chinois. Ce village se trouve dans les montagnes de la région de Pingtung. C'est un endroit assez reculé car une fois arrivé à la gare de Pingtung, il faut encore cheminer à travers la montagne en voiture pendant 1h30 pour atteindre ce village. C'est un village un peu particulier parce qu'en 2009, il faisait partie de ceux qui ont été les plus touchés par le typhon Morakot, l'un des typhons les plus forts que Taïwan ait jamais connu et qui a fait près de 800 victimes. Le village de Tavalan a dû être évacué. Plusieurs mois après le typhon, le gouvernement, estimant qu'il était encore trop dangereux de revenir à Tavalan, a relogé les familles au pied de la montagne, dans un lieu qui s'appelle l'Inari. Mais les habitants de Tavalan ont insisté pour conserver leurs droits sur leurs terres ancestrales et 10 ans après, certaines familles commencent à revenir. C'est le cas de Sakulyu. Auparavant, le village comptait 1000 habitants et aujourd'hui, le nombre de familles qui y vivent se compte sur les doigts d'une seule main. On a un peu l'impression d'un village fantôme. Quand Sakulyu est revenu, une dizaine d'années après le passage du typhon Morakot, sa maison, comme toutes les autres, était remplie de végétation. La réinstallation ne fut donc pas facile et aujourd'hui encore, Sakulyu et sa famille vivent en mode camping dans sa maison. Il reste beaucoup à faire, mais Sakulyu est très content d'être de retour chez lui. Il n'habite pas dans une maison en pierre car son père était chef de district et il était très fier d'avoir fait construire la première maison en béton du village, maison qu'on appelle en chinois de style occidental. Je précise qu'en 2009, quand le village a été gravement touché par le typhon Morakot, il y restait déjà très peu de maisons traditionnelles en pierre d'ardoise, car la plupart avaient été détruites dans les années 70 sur incitation du gouvernement dans le cadre d'une politique d'assimilation des autochtones. Nous y reviendrons plus en détail dans une prochaine émission. Certains villages comportent encore beaucoup de maisons en pierre sèche, comme le village de Laotidia, mais c'est surtout à vocation touristique. Il est aujourd'hui assez rare de trouver des maisons en pierre d'ardoise encore habitées. Pour présenter ces maisons, je laisse la parole à Sakulyu. Chez les Paiwan, il y a 2 styles différents de maisons en pierre sèche. Tout d'abord, les maisons à l'intérieur du village. Elles sont construites en pierre d'ardoise sur une structure en bois. On utilise 2 types de pierres. Il y a les pierres mâles, plutôt noires et dures, utilisées pour la toiture et le sol. Et il y a les pierres femelles qu'on empile pour construire les murs. Elles ne sont pas aussi dures et leur couleur tire vers le jaune. Ces pierres proviennent du village même, c'est très pratique. Quant au bois, il provient de la forêt aux alentours. Autrefois, prélever des pierres et du bois pour construire, c'était quelque chose de très sérieux. On devait d'abord s'adresser aux esprits de ces pierres et de ces arbres en disant « Je m'apprête à te prélever, tu deviendras ensuite un matériau de construction, tu devras protéger notre famille. » Il y avait un rituel à observer avant de pouvoir prélever ces pierres et couper ces arbres. Par exemple, pour construire une maison en pierre sèche, on a tout d'abord besoin d'un grand tronc d'arbre pour en faire des poutres. Ce n'était pas facile de trouver un arbre qui convenait pour ça dans la forêt primaire, car il fallait un arbre bien droit. Donc nous avions l'habitude de cultiver des arbres. Quand un homme donnait naissance à un fils, il préparait le bois nécessaire à la construction de la maison de ses petits-fils. Il allait dans la forêt profonde et trouvait un arbre qui poussait d'une manière satisfaisante et que ses petits-fils pourraient couper pour en faire la charpente. À ce moment-là, le tronc d'arbre n'est pas encore assez gros, il faut encore du temps. Le père allumait un feu devant l'arbre et frottait le tronc avec le charbon de bois. Il disait à l'arbre « Grandis bien, je viendrai chaque année te tailler. Grandis vite, quand mes petits-enfants seront devenus grands, ils auront besoin de toi et ils viendront te couper. » On appelait ces arbres les arbres grands-pères. Dans la forêt, il y en avait plusieurs. Ils étaient protégés pour l'usage futur des petits-enfants.
J'habitais moi-même dans une maison dont les poutres viennent d'un arbre planté par mon grand-père. En 2 générations, environ 40 ans, ces arbres atteignent une taille suffisante pour devenir des matériaux de construction. Ainsi, les membres de la famille sont liés par les matériaux utilisés pour construire la maison. On peut dire par exemple que cette poutre provient d'un arbre planté par mon grand-père et que j'ai coupé avec mon père. Que cette pierre, je l'ai déplacée avec mon grand-père, etc. Les membres de la famille et leur habitat sont ainsi étroitement liés. Bien sûr, pour construire une maison, on ne peut pas compter uniquement sur les membres de la famille. Dans le village, les relations interpersonnelles étaient très importantes car on avait besoin de l'aide de très nombreuses personnes. On était régulièrement appelés à aider les autres à bâtir leur maison. Et un jour, c'était à notre tour de la construire avec l'aide des autres. On s'entraidait pour le travail et dans les moments difficiles. Là, je viens de vous parler des maisons qui se trouvaient dans le village. L'autre type de maisons, ce sont celles qui sont dans les champs ou dans les plantations. Leur fonctionnalité était souvent tout aussi élaborée que pour les maisons du village, et elles étaient également construites avec de bons matériaux. Tout autour, il y avait des plantes, nous cultivions des légumes, nous plantions des fleurs, des plantes médicinales, des arbres qui nous servaient pour la construction. Habituellement, les adultes passaient la journée à cultiver, donc cette maison leur était très utile. S'ils avaient besoin de patates douces, de potirons ou que sais-je d'autre, ils avaient tout sous la main. En cas de blessure ou de maladie, les plantes médicinales se trouvaient aussi à leurs pieds. La plupart des familles avaient donc 2 maisons, une dans les champs pour la journée et l'autre dans le village, où ils retournaient le soir pour passer la nuit. Nous appelions Uma les maisons qui se trouvaient dans le village et Galauma celles qui se trouvaient dans les champs. Mais la maison que j'ai construite dans le musée, c'est encore un peu différent, puisqu'il s'agit de la maison originelle du village. Elle serait plutôt comparable à une église ou à un temple dans d'autres cultures. C'est un lieu public et collectif. Dans cet extrait très intéressant sur l'architecture traditionnelle en pierre d'ardoise, Sakulyu Pavavarong évoque notamment 2 notions fondamentales de la culture paiwan et qui concernent aussi de nombreux autres peuples autochtones. Tout d'abord, l'importance de l'entraide. C'était l'une des valeurs cardinales au sein des villages. Cela n'empêchait pas les Paiwan de couper les têtes de leurs ennemis lors de combats ou de rituels, une pratique qui n'est bien sûr plus d'actualité aujourd'hui. Mais étant donné que les villageois construisaient, réparaient et entretenaient ensemble leurs maisons, ils apprenaient sur le tas des savoir-faire dans ce domaine qui se transmettaient ainsi de génération en génération. Actuellement, d'après Sakulyu, seuls les villageois de plus de 50 ou 60 ans maîtrisent encore ces savoir-faire. J'ouvre une petite parenthèse ici sur l'entraide. Avec l'urbanisation, phénomène qui touche de plus en plus de populations à travers le monde, ces pratiques d'entraide dans l'architecture ont tendance à se perdre, car il n'y a pas que les peuples autochtones qui s'entraident pour construire. C'était par exemple le cas en France jusqu'à la première moitié du XXe siècle, et les principaux matériaux étaient naturels et renouvelables. Avec la densification des villes et l'industrialisation, les modes de vie ont changé et les savoir-faire en architecture et construction, qui étaient autrefois partagés, sont désormais l'apanage d'une catégorie précise de personnes, les architectes et les ouvriers du bâtiment. Il y a actuellement un engouement pour l'autoconstruction, c'est-à-dire le fait de construire soi-même sa maison en faisant appel à des amis ou des volontaires, mais ce n'est pas facile de trouver le temps et de réussir à se conformer aux normes en vigueur. À Taïwan, l'évolution de la réglementation est d'ailleurs également l'une des raisons pour lesquelles les savoir-faire dans le domaine de l'architecture vernaculaire se perdent. Deuxième aspect important dans les propos de Sakulyu concernant le mode de vie traditionnel des Paiwan, c'est le respect de la nature. D'ailleurs, dans la vision du monde animiste des Paiwan et d'autres peuples autochtones, les humains font partie intégrante de la nature. Ce ne sont pas seulement les êtres humains qui ont une âme, les animaux, les plantes et même les pierres ont un esprit. Les humains ne sont pas maîtres de la nature, une espèce à part qui dominerait toutes les autres. C'est plutôt une espèce parmi d'autres, certes importante, mais qui doit négocier et coopérer avec les autres espèces. Chacune doit pouvoir se développer, trouver sa place. Tout est interdépendant. Bien sûr, le fait que les humains fassent partie intégrante de la nature est aussi prouvé par la science, car nous ne pouvons pas vivre en dehors des écosystèmes. J'enfonce là des portes ouvertes, c'est une évidence. Toutefois, quand on connaît l'impact du secteur moderne de la construction sur le climat et les écosystèmes, et que l'on compare ça avec la déférence que les Paiwan exprimaient envers la nature pour construire leur maison,
On peut se demander si nos actes sont vraiment en accord avec notre réalité biologique. C'est peut-être aussi le fait que les Paiwan vivaient très près de la nature, pour ne pas dire en pleine nature, qui leur faisait prendre conscience quotidiennement, par exemple, des dizaines d'années qu'un arbre mettait pour pousser et devenir un matériau de construction. C'est vrai que quand on achète des panneaux de bois dans un magasin, on n'a pas forcément conscience que c'est un cadeau de la nature qui a nécessité de longues années pour grandir et qui nécessitera aussi plusieurs années pour se renouveler. C'est peut-être cette déférence que nous avons perdue, le fait de construire en respectant la nature, mais l'intérêt croissant pour l'éco-construction ces dernières années témoigne quand même d'une prise de conscience qui est peut-être le début d'un changement. Ainsi, même si les connaissances des autochtones Paiwan étaient plutôt empiriques et teintées de croyances, elles conduisaient à minimiser l'impact des actions humaines sur la nature, notamment en évitant de couper trop d'arbres dans la forêt. D'ailleurs, autrefois, pour les communautés Paiwan, certaines zones forestières étaient considérées comme interdites. Elles devenaient ainsi de facto des réserves de biodiversité. Nous nous sommes peut-être un peu éloignés du domaine strict de l'architecture, mais selon les propos même de Sakulyu, ce sont des dimensions qu'on ne peut pas ignorer si l'on veut essayer de comprendre. Comme nous arrivons à la fin de cette émission, je voudrais remercier chaleureusement Lien Thailand, la coordinatrice des expositions de Sakulyu, grâce à qui j'ai pu le rencontrer et faire ce voyage jusqu'à son village. N'hésitez pas à regarder les photos et les liens sur la page internet de cette émission. Quand on parle d'architecture, c'est toujours bien de pouvoir se faire une idée en images. C'était Sasa pour Radio Taïwan International. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour continuer ce reportage sur l'habitat en pierre d'ardoise.